Bon, François Asselineau, si on rembourse à un prêteur un montant 10% inférieur à ce qu'il a prêté, il ne va pas continuer à nous prêter de l'argent alors qu'on a besoin d'emprunter tous les jours. Est-ce que vous avez noté qu'il n'y a pas les mêmes taux d'intérêt qui sont demandés par les marchés financiers, suivant que c'est l'Allemagne, la France ou la Grèce qui empruntent? Si les taux d'intérêt sont différents, c'est justement parce que les marchés financiers ont intégré dans les taux d'intérêt demandés justement l'hypothèse, en fait, que connaissent à peu près tous les marchés financiers, que l'euro va finir par exploser comme toutes les monnaies plurinationales. Mais je voudrais dire, parce que les minutes nous sont comptées, je voudrais quand même dire que si nous sortons de l'Union européenne et de l'euro, nous allons faire baisser le chômage de 1,5 à 2 millions, le nombre de chômeurs de catégorie A en l'espace de 2 ans. Je prends ici l'engagement formel qu'on fait le point si je suis élu. Au bout de 3 ans, je mettrai mon mandat en jeu si je n'ai pas fait baisser de 1,5 million le nombre de chômeurs de catégorie A. Actuellement, vous avez la BCE qui a racheté des obligations du Trésor français ou Trésor italien au fur et à mesure qu'on avait des déficits commerciaux. Et donc là, on est dans la main de la BCE, dans la main de l'Allemagne et des Pays-Bas qui en ont ras-le-bol de cette histoire. Vous voyez bien, le gouvernement français est aux abois, en fait. Monsieur Attal, maintenant, s'attaque à l'assurance sociale des Français, au chômage, mais les prestations familiales, etc., ça vient bientôt être les prestations sociales. Ça va être peut-être ensuite la sécurité sociale. Tout va y passer. Et avec un risque majeur d'un effondrement du refus des prêteurs de nous continuer à nous prêter, une explosion des taux d'intérêt, et donc peut-être une explosion de l'euro dans les pires conditions. C'est un scandale sanitaire qui secoue actuellement le Royaume-Uni. Je vous lis ce qu'un rapport public est en train de dénoncer. Il révèle que la catastrophe n'était pas un accident et qu'elle aurait pu être largement, bien que pas entièrement, évitée. Le rapport indique également que les patients ont été exposés à des risques inacceptables et les gouvernements et responsables du secteur médical ont refusé de prioriser leur sécurité. À cette série de défaillances systémiques collectives et individuelles s'ajoute une entreprise de dissimulation subtile, omniprésente et effrayante qui est notamment passé par la destruction délibérée de documents pertinents. Voilà. Alors on parle pas du tout du Covid-19. Non, c'est sur le sang contaminé. Voilà, qui a frappé également le Royaume-Uni entre 1970 et 1998. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le Covid. Enfin, pour l'instant. Voilà, ce que je viens de vous lire, c'est Libération du 22 mai 2024 qui en parle. Mais c'est vrai que c'est intéressant avec les scandales sanitaires, c'est qu'on apprend toute la gravité, toute l'ampleur du phénomène des décennies plus tard, quand les responsables ne sont plus là. Alors, je dis pas que ce sera ça pour le Covid. Je dis juste que on ferait mieux de pas attendre. Mais j'ai envie de dire aux électrices et aux électeurs de Jordan Bardella, qu'est-ce qu'a fait Jordan Bardella pour votre pouvoir d'achat? L'augmentation des salaires. À l'Assemblée nationale, vous avez voté contre. L'ISF, à l'Assemblée nationale, vos députés, ils ont voté contre. Même vous, monsieur Bardella, qui vous dites grand défenseur de la ruralité, vous avez voté main dans la main avec la majorité présidentielle, avec ici madame Hayé, contre une loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux. Monsieur Bardella, je ne vous ai pas coupé. Écoutez, je ne sais pas qui vous a élevé. Moi, j'étais bien élevé. On laisse finir les phrases quand quelqu'un a commencé. On est en 2024. Vous avez beaucoup d'avance. Un peu de respect, monsieur Bardella. Communiste. Le respect, laissez-le terminer. En 2024. Le respect. Vous parlerez un peu de respect, monsieur Bardella. Le respect, vous connaissez? Vous êtes communiste, monsieur. Ne me donnez pas des leçons d'économie, s'il vous plaît. Ok, au 77. Non pas comme des gens qu'il faut protéger seulement, mais pour des gens comme les gens qui sont la racine de l'État et de la nation sur le plan culturel, mais aussi sur le plan économique. Je vous rappelle la loi qui a fait chuter le général de Gaulle, qui était la loi sur la participation, parce que une de ses obsessions, c'était que effectivement les fruits de la croissance, que les faibles aient une partie des fruits de la croissance par la loi. L'association du capital du travail. Voilà, absolument. Ce qui a été complètement mis, que Sarkozy a remis un peu comme ça, mais comme un alibi, mais qu'on a complètement laissé tomber. La seule truc qui marche, c'est la taxe flat. Tout le monde paye à 20% de ce qu'il gagne. Que vous soyez pauvre, que vous soyez riche, ça n'a aucune importance, ça ne regarde pas l'État. Et là, le rendement de l'impôt serait extraordinaire. Le truc que je n'arrive pas... Enfin, c'est quelque chose qui passe pas, c'est que quand j'entends monsieur Arnaud et ceux qui le défendent dire si on commence à lui piquer de l'argent, il paye même pas 2% d'impôt. Si on lui pique de l'argent, il ne va plus créer d'emplois. Mais moi, je suis entouré de chefs d'entreprise où je les conseille, où c'est des gens qui sont abonnés. Et ils me disent, mais moi, je crée des emplois aussi. Et moi, je suis à 33%.
Moi, je me prends 33%, voire je suis à 40%. Donc moi, je suis chef d'entreprise, je crée des emplois et je suis à 33 ou 40%. Et M. Arnault, il est à 2%. Donc il y a quand même des chefs d'entreprise qui sont plus égaux que d'autres. Et je pense que ce que tu dis résoudrait le problème. Tout le monde est à 20%. Point barre, fini, plus de discussion. Jordan Bardella a déclaré qu'il voulait limiter la liberté de circulation dans l'espace Schengen, aux seuls ressortissants des pays membres. N'est-ce pas déjà le cas? Sinon, est-ce possible et qui prendrait cette décision? Oui, alors bon, Monsieur Bardella, il prend ses désirs pour des réalités, ou plus exactement... moi, ça m'énerve tout ça, parce que il dit n'importe quoi, il n'est pas le seul d'ailleurs, mais ça n'a aucun rapport avec la choucroute. Bon, pourquoi ça n'a aucun rapport avec la choucroute? Parce qu'il s'agit des élections européennes. Or, un député européen n'a pas le pouvoir de changer les traités européens. Donc, dans l'espace Schengen, c'est incrusté dans les articles 67, 78, 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il y a la libre circulation des marchandises, des personnes et des biens. D'ailleurs, tout le monde peut le voir. Enfin, il suffit d'aller, je ne sais pas, si vous habitez à Nice, vous allez en Italie, vous passez à Vintimille, il y a plus de frontières nulle part. C'est pareil quand on est à Hendaye et qu'on veut aller à San-Sébastien en Espagne. Avant, il y avait des guérites, ça a été supprimé. Pareil, quand on passe de France en Belgique, ça a été supprimé. Donc, pour faire ce que dit M. Bardella, il faudrait convenir de rétablir des contrôles. Puisque par définition, et si j'ai bien compris, il faudrait laisser passer les Européens, enfin les citoyens ayant la nationalité d'un État de l'Union européenne, eux pourraient passer librement et les autres ne pourraient pas. Ça veut donc bien dire qu'il faudrait rétablir des contrôles aux frontières. Donc M. Bardella, en fait, n'a pas lu les traités européens, puisque je rappelle que je crois que c'est dans l'article 67 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'il est précisé que l'Union européenne assure l'absence de contrôle aux frontières. Voilà. Donc il faut changer les traités. Et pour changer les traités, je l'ai déjà dit 2547 fois, ça sera la 2548e. Pour changer les traités, il faut avoir l'unanimité des 27 États membres. C'est-à-dire d'abord des 27 gouvernements qui doivent avaliser la même formulation. Et ensuite, ça c'est au niveau des exécutifs, pour la signature du traité. Et ensuite, les traités internationaux, après avoir été signés, doivent être ratifiés. Ratifiés par les peuples. Les signatures, ce sont les gouvernements. Les ratifications, ce sont les peuples. Sinon, le traité n'est pas valable. Donc il faut ensuite avoir 27 ratifications. Et comment se font les ratifications? Par les parlements nationaux, dans l'écrasante majorité des cas, ou dans certains cas, ça dépend des pays, ils peuvent le faire soit obligatoirement, de façon obligatoire, soit au choix, par un référendum. C'est ce qui s'est passé pour le traité constitutionnel européen de Giscard. En fin 2004, le gouvernement français avait signé la Constitution européenne, le projet de Constitution européenne, et Jacques Chirac avait présenté ça pour la ratification au référendum des Français qui ont dit non à 55% des suffrages. Le résultat d'ailleurs, c'est qu'ensuite Sarkozy après a fait une petite magouille en modifiant, en créant deux traités là où il n'y en avait qu'un seul et en changeant 3 points virgule. Il a fait ça avec les 27 partenaires dans une opacité complète. Et ensuite, ça a été ratifié ça a été signé par les 27 gouvernements et ratifié en France par la procédure du Congrès, c'est-à-dire les parlementaires, les députés et les sénateurs, et non pas par le peuple français. Ce qui fait qu'on a eu cette, forfaiture, en fait, politique, qui est qu'on nous a imposé sous forme de traité de Lisbonne, le traité de la Constitution européenne que les Français avaient refusé par référendum. Alors, malheureusement, ça n'est pas illégal, ça n'est pas inconstitutionnel de faire ça, mais c'est profondément antidémocratique. Et c'est de ce jour, à mon avis, que date le début de divorce profond entre la France et la construction européenne, où les Français, du moins ceux qui sont les plus éveillés, ont compris qu'il s'agissait d'une procédure dictatoriale. Voilà. Alors donc, je pense avoir répondu à peu près à la question sur Bardella. Bardella, quand il propose ça, c'est absolument impossible, puisqu'il faudrait changer les traités. Or, dans ce que j'ai dit, si les personnes qui m'écoutent m'ont suivi attentivement, il faut donc les 27 signatures de 27 gouvernements, les 27 ratifications de parlements nationaux ou de référendums. Ça fait donc 54 institutions.
Et notez bien qu'à aucun moment dans ce que je viens de vous dire, il est question des députés européens. Les eurodéputés ne peuvent rien changer aux traités européens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous vivons une farce tous les 5 ans. Là, on la vit c'est de la commedia dell'arte. C'est-à-dire que vous voyez Madame Marie Toussaint qui vient expliquer que selon elle, il faut que l'Europe ait une autre vision de l'agriculture. Alors les gens l'écoutent, très bien, mais ça ne change absolument rien. Elle pourrait dire n'importe quoi, ça ne change rien puisqu'elle n'a pas le pouvoir de changer. C'est pareil pour Bardella, il explique que il voudrait ça. En fait, tout ça c'est pas bien en fait, parce que ça veut dire qu'il ment aux Français. Moi, je fais de la politique, je suis pas là pour mentir, je suis là pour dire la réalité. D'ailleurs, puisqu'on parle de Bardella, il y a 2 choses à dire aussi à son sujet. C'est que j'ai vu aussi qu'il se répand, là, puisqu'il est invité partout, bien sûr, il se répand donc en fustigeant l'immigration illégale. J'ai vu qu'il y a une députée nationale qui s'appelle Madame Edwige Diaz, D-I-A-Z, qui se trouve être donc une députée du Rassemblement national, qui a fait des déclarations aussi il y a quelques jours, justement pour fustiger l'immigration illégale. Alors là, j'insiste auprès de toutes les personnes qui m'écoutent, faites très, très, très attention. Vous êtes en train de vous faire enfumer. Parce qu'ils disent bien l'immigration illégale. Or, j'ai déjà expliqué, en me fondant sur le discours de Mme Ylva Johansson, commissaire européenne de nationalité suédoise, qui est la commissaire européenne actuelle chargée des affaires intérieures de l'Union européenne, c'est l'équivalent du ministre de l'Intérieur. Mme Ylva Johansson a expliqué au mois de décembre dernier, novembre ou décembre dernier, à Madrid, ce qu'était la politique de l'Union européenne en matière migratoire. Or ça, c'est déjà un premier point. Alors je l'ai déjà dit, mais je crois qu'il faut que je le répète parce que ça a du mal à passer dans les têtes. Il faut savoir que depuis le traité d'Amsterdam, la politique migratoire n'est plus de la compétence des États. Le traité d'Amsterdam a été signé en 97, ratifié en 98, dans le dos des Français en France, c'est-à-dire par le Parlement, et entré en vigueur au 1er janvier 99. C'est-à-dire il y a 25 ans, un quart de siècle. Ça fait un quart de siècle que ce traité est entré en vigueur, le traité d'Amsterdam, qui a un certain nombre de dispositions, mais notamment a pour effet que les politiques migratoires des États, qui relevaient auparavant de la coopération interétatique, désormais ont été communautarisées. C'est désormais de compétences communautaires. Donc ça veut dire, c'est quand même un truc absolument incroyable, que ça fait un quart de siècle que vous avez des Bardella, des Le Pen, des Zemmour, des Marion Maréchal, des Ciotti, des Bellamy, etc., ou de l'autre côté d'ailleurs des Manon Aubry, des Mélenchon, qui glosent sur la politique migratoire qu'il faut adopter, alors que la première chose qu'ils devraient dire aux Français, c'est que ce que moi je dis, c'est que d'abord et avant tout, c'est une compétence communautaire, c'est une compétence qui relève de la Commission européenne. Alors, quelle est la politique, justement, de la Commission européenne ? Madame Ylva Johansson l'a expliqué donc à Madrid, comme je le disais à l'instant. Elle a expliqué en gros 4 points fondamentaux. En 2022, il y a eu 3 850 000 nouveaux migrants qui sont venus s'installer dans l'Union européenne. Pour l'essentiel, venant des pays du Sud, c'est-à-dire venant d'Afrique, ou venant du Moyen-Orient ou du sous-continent indien. 3 850 000 nouveaux migrants en un an dans l'Union européenne. C'est la première chose qu'elle a dite. La deuxième chose qu'elle a dite, c'est que sur ces 3 850 000 nouveaux migrants, il y en avait 3 500 000 qui étaient des migrants légaux et 350 000 des migrants illégaux. C'est-à-dire que sur l'immigration, vous avez 90% des migrants qui sont des migrants légaux et 10% illégaux. Ça veut dire quoi un migrant légal ? Ça veut dire un migrant qui a obtenu de l'un des 27 États membres de l'Union européenne un titre de séjour pour venir légalement, selon la juridiction du pays en question. La Bulgarie peut, je sais pas, la Finlande, le Danemark, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne. Chacun peut donner des titres de séjour et ça s'appliquera donc ce migrant avec éventuellement
son conjoint, ses enfants, pourra venir s'installer légalement dans l'Union européenne. Donc notez bien la proportion. 90% sont venus légalement et 10% illégalement. C'est le deuxième point fondamental. Le troisième point fondamental, c'est que Mme Ylva Johansson a dit que la politique de la Commission européenne était de maintenir coûte que coûte la libre circulation dans l'espace Schengen, parce qu'à l'évidence, Bardella n'a pas... Faut dire qu'il n'était jamais au Parlement européen. Bon, donc il a brillé par son absence, et semble-t-il que ses compétences, à part lire des fiches de McKinsey devant les télévisions après avoir été maquillé dans le salon de maquillage, à part ça, je ne sais pas très bien quelles sont les compétences de M. Bardella. Il faut lui pardonner, d'ailleurs, il n'a aucune expérience professionnelle. Mais donc, M. Bardella n'a pas lu ça. Donc, il ne sait pas que la politique de la Commission européenne, c'est de laisser les gens circuler à l'intérieur de l'espace Schengen. Et de s'installer où? Les migrants légaux ont le droit de venir s'installer en France, ou ailleurs, ou en Belgique, ou en Italie, mais en général, ils vont plutôt avoir tendance à aller s'installer là où les prestations sociales sont les plus importantes, donc notamment en France. Voilà. Et la quatrième chose que Mme Ylva Johansson a dit sur la politique de la Commission européenne, c'est celle qui s'applique en fait aux pays membres de l'Union européenne. Elle a dit que l'objectif de la Commission européenne était de lutter contre l'immigration illégale, j'ai bien dit illégale, donc contre ces 10% des 350 000, mais en revanche de développer l'immigration légale pour qu'elle atteigne un objectif de l'ordre de 4 millions de nouveaux migrants par an. Ça veut dire que l'objectif politique concret de l'Union européenne, c'est qu'il y ait 4 millions de nouveaux migrants qui viennent s'installer dans l'Union européenne chaque année. Faites le compte, en 17 ans, 4 x 17 égale 68, c'est la population de la France. Ça veut dire que la politique actuelle de l'Union européenne, de la Commission européenne, c'est que tous les ans, on fait venir 4 millions de migrants, et donc ça veut dire à peu près une population française de migrants venus du Sud ou venus du sous-continent indien qui va venir s'installer en Union européenne. Alors la moindre des choses, me semble-t-il, c'est quand même que les Français soient au courant. Voilà, qu'on sache de quoi on parle, quels sont les chiffres, quels sont les montants, quels sont les... Voilà. Parce que lorsque je lis, moi, des sondages où je lis qu'il y a 75% des Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés, je ne vois pas que ce sont des Français qui disent qu'il y a trop d'immigrés illégaux. Ils trouvent qu'il y a trop d'immigrés en général. Donc il faudrait bien qu'ils comprennent que la politique de l'Union européenne consiste à faire entrer 4 millions de nouveaux migrants par an. Et il faut bien qu'ils comprennent... Et là, je m'adresse vraiment aux électeurs de M. Bardella ou de Mme Marion Maréchal ou même de M. Bellamy et à Mme Le Pen ou à M. Zemmour. C'est une arnaque ce qu'ils font. Parce qu'ils misent sur le fait que les Français vont pas bien faire la différence entre immigration illégale et immigration légale. En fait, lorsque M. Bardella dit qu'il fustige l'immigration illégale, il a bien le souci de dire illégale. Allez regarder le verbatim. C'est pareil pour Mme Edwige Dia, c'est pareil pour Mme Marion Maréchal. Ça veut dire qu'ils se font déjà à l'idée qu'il y ait 4 millions de nouveaux migrants par an. La meilleure preuve d'ailleurs de ce que je dis, c'est que c'est exactement ce qui est arrivé aux Italiens avec Mme Meloni. Mme Meloni avait fait croire aux Italiens qu'elle allait arrêter toute immigration. J'ai déjà eu l'occasion de le dire 50 fois. Avec des affiches tout à fait comme ça, tonitruantes, fuori stranieri, c'est-à-dire dehors les étrangers, ou bien alors blocco navale, blocus naval. Donc beaucoup d'Italiens ont voté pour l'arrêt complet de l'immigration. Et puis en fait, ben non, pas du tout. C'était simplement, elle visait l'immigration illégale. De telle sorte que d'ailleurs, Mme Meloni, qui est membre de l'Italian American Foundation, soit dit en passant, Mme Meloni, eh bien, elle a décidé, cette année en 2024, d'accorder 458 000, je dis bien près d'un demi-million de titres de séjour à des nouveaux migrants. Voilà. Madame Meloni, qui se présente d'ailleurs aux élections européennes au nom de Fratelli d'Italia. Madame Meloni, qui a parmi les personnes éligibles sur la liste de Fratelli d'Italia, Monsieur Sofo, qui se trouve être
dans la vie privée le mari de Madame Marion Maréchal, avec qui, je crois, ils ont eu un enfant. Et Madame Marion Maréchal a fait savoir que si elle était élue députée européenne, elle siégerait avec son mari dans le même groupe, le groupe ECR de Madame Meloni. Donc il faut vraiment que les... Je suis désolé, c'est pas drôle. Et c'est pas très agréable de dire ce que je dis, mais c'est mon rôle. Enfin, je veux dire, si les Français veulent arrêter d'être pris pour des billes, il faut quand même qu'ils regardent les choses en face. Et je ne veux pas qu'il y ait des trolls. Il y a des trolls qui vont dire « Ouais, vous êtes jaloux. » Non, je suis pas jaloux. Qu'ils aillent demander à Madame Marion Maréchal, est-ce que oui ou non, vous allez vous opposer à 90% de l'immigration qui est l'immigration légale. Pareil pour Bardella. Et vous verrez que d'un seul coup, il n'y aura pas de réponse. C'est ça la vérité. Hein, bon, je ne vais pas dire ce que nous, on propose. J'ai déjà eu l'occasion 50 fois de le dire. Nous, on propose sur ces questions migratoires d'essayer d'arrêter réellement le flux migratoire, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ne serait-ce que pour calmer la situation, par exemple en France, qui est mauvaise, où il y a effectivement... les esprits se sont échauffés, notamment il y a beaucoup de Français qui en ont par-dessus la tête et qui corrèlent la montée de la violence à la montée de l'immigration. Donc on est en démocratie ou on n'est pas en démocratie. Si on est en démocratie, il paraît-il qu'il y a 75% des Français qui trouvent qu'il y a trop d'immigrants, il faut arrêter donc l'immigration. En tout cas, il faut tout faire pour l'arrêter, qu'elle soit illégale ou légale. Et donc ça veut dire de ce point de vue-là qu'il faut remettre en cause notre appartenance à l'Union européenne. Et puis qu'on se pose des vraies questions. Parce qu'effectivement, ce que le dit Madame Meloni et ce que dira Madame Marion Maréchal ou Monsieur Bardella s'ils arrivaient au pouvoir, ils diraient ce que dirait Madame Meloni, c'est on a besoin de main-d'œuvre. C'est ce qu'on dit. Mais enfin, non, d'une pipe, si on a besoin de main-d'œuvre, il faudrait peut-être avoir une politique un peu intelligente, de politique de relance de la politique familiale et de la natalité. Or, en France, ça fait au moins, depuis notamment François Hollande, qui est dans les années 2012, ça fait quand même 12 ans, François Hollande a quand même sabré dans les allocations familiales. Et donc, avoir une politique familiale de naissance d'enfants en France pourrait être quand même une solution. C'était normalement... Ça n'avait rien d'extrême droite. C'est d'abord une politique qui est développée dans beaucoup de pays du monde. C'était la politique qui avait du temps de De Gaulle, du temps de Pompidou, du temps de Giscard. Voilà. C'est d'ailleurs une politique de relance de la natalité est développée actuellement en Hongrie par Viktor Orban, qui a pris des mesures tout à fait drastiques en la matière, puisque je crois que une femme qui a 3 enfants, à partir du 3e enfant, une Hongroise est exemptée d'impôt sur le revenu à vie. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je me trompe peut-être sur une des modalités, mais c'est très, très, très fort. Une vraie relance de la natalité. C'est pas du tout ce qui est prévu par l'Union européenne, qui prévoit au contraire de se satisfaire d'avoir 4 millions de nouveaux migrants venant de l'extérieur. Alors moi, je dis simplement qu'il faudrait que les Français soient consultés et qu'ils réagissent en adultes. Il ne me paraît personnellement pas raisonnable de prévoir qu'il y a en Union européenne une population française de plus venant des pays du Sud tous les 17 ans. Je crois qu'actuellement, il serait sage pour la paix publique, pour la paix civile, d'arrêter les flux migratoires autant que faire se peut. On ne peut pas arriver à un flux zéro, mais on peut quand même, de façon drastique, réduire les flux migratoires pour favoriser l'insertion et l'assimilation des populations immigrées. D'ailleurs, je signale au passage que le parti politique que j'ai créé, l'Union populaire républicaine, est connu pour avoir beaucoup de Français d'origine immigrée. Et beaucoup partagent mon sentiment. Parce qu'il ne faut pas avoir cette vision selon laquelle il y aurait des immigrés qui voudraient en faire entrer d'autres, etc. Non. Regardez les politiques migratoires du Maroc vis-à-vis du Sahel, vis-à-vis de l'Algérie, de la Tunisie. Ce sont des politiques extraordinairement fermes. Et beaucoup de Français d'origine immigrée craignent en fait que si le flux migratoire devient torrentiel, que ça débouche sur vraiment des conflits aigus à l'intérieur de la société française dont ils pourraient pâtir. C'est-à-dire, il faut vraiment faire attention à ça. À mon avis, ce que je dis, c'est une œuvre de pacification. Il faut ralentir tout ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut déjà avoir l'esprit clair et il faut notamment sortir de l'Union européenne. Ou alors, il faut que M. Bardella et Mme Marion Maréchal expliquent ce qu'ils vont faire vis-à-vis de la Commission européenne. L'idée, ils vont s'y opposer, taratata.
C'est ce qu'avait dit Madame Meloni. Le problème, c'est que quand on est dans l'euro et que l'on a une dette et qu'on est tenu à la gorge par la Banque Centrale Européenne, sinon elle ne rachète pas des obligations assimilables du Trésor, ils auront vite plié. Plié le genou devant la BCE, parce que c'est comme ça que ça se passe dans ces cénacles. Voilà. Je terminerai encore un dernier mot sur M. Bardella. J'ai vu que, je ne sais pas si c'est pas ce soir d'ailleurs, ou un de ces soirs, il paraît-il qu'il a un débat avec M. Attal. Je trouve ça... C'est vraiment... La France n'est plus une démocratie du tout. C'est incroyable. C'est une république bananière. Parce que je sache, M. Attal, qui est Premier ministre, n'est pas candidat. Donc pourquoi est-ce que M. Attal débat avec M. Bardella ? Si ce n'est que pour montrer à l'opinion publique que Bardella est de son niveau. Donc ça veut dire que, de façon parfaitement objective, le parti au pouvoir, Renaissance Macron, promeut le Rassemblement national. Il en fait la promotion constante. J'avais déjà eu l'occasion de le dire lors de la conférence de presse de Macron en février. À la fin, il avait consacré 10 minutes pour dire le Rassemblement national, c'est l'horreur, c'est mon combat, c'est le combat de ma vie, c'est contre le RN. C'est vraiment se moquer du monde. Je rappelle à ceux qui seraient encore naïfs que vous avez un monsieur qui s'appelle Sébastien Chenu, qui est député du Rassemblement national, qui est vice-président de l'Assemblée nationale. Et pourquoi ? Parce qu'il a eu les voix des macronistes pour arriver à ce poste. Vice-président, il ne l'a pas trouvé dans une pochette surprise. Monsieur Sébastien Chenu a été élu vice-président de l'Assemblée nationale avec les votes du parti macroniste. Alors qu'ils viennent pas nous dire maintenant que c'est la bête immonde, que c'est l'horreur. Tout ça, c'est de l'arnaque. L'essentiel, c'est quoi ? C'est que les gens qui sont mécontents, on les pousse à voter pour le RN. Ça va même jusqu'au point de dire contre la vérité que le RN ou Bardella serait pour le Frexit, ce qui est totalement faux. C'est totalement faux, c'est nous qui sommes pour le Frexit. Mais vous comprenez bien que si on dit que c'est Bardella et pour le Frexit, ça introduit la confusion. Voilà. Que ça introduit les gens ne savent plus également à quoi s'en tenir. Voilà. Imaginons, pour que les gens comprennent bien, imaginons qu'il y ait ce soir à la télévision un débat Attal-Asselineau. Est-ce que vous imaginez la promotion colossale que ça nous ferait en termes politiques ? Et là, on serait sûr de faire 10 ou 15%, parce que le jeune Attal, je pense que je lui enverrais des missiles politiques et qu'il n'aurait du mal à s'en relever. Voilà. Parce que je connais mes dossiers. Ce qui n'est pas le cas de M. Bardella, qui ne fait que réciter. Et réciter, d'ailleurs, on l'a vu, il récitait le même récitatif que M. Macron lors d'un débat de deuxième tour, je crois, de 2017. On a vu ça a circulé sur les réseaux sociaux. En fait, Bardella, il récitait les phrases au mot près de Macron 7 ans avant. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des marionnettes, ce sont des acteurs, de mauvais acteurs de cinéma, tous ces gens-là. Alors si les Français continuent à voter comme ils l'ont toujours fait, comme des zombies hypnotisés en votant pour le RN, en croyant être un opposant, là, qu'est-ce que vous voulez, je ne sais plus quoi faire. Voilà. Et heureusement, il y a de plus en plus de gens qui comprennent ça. Et je l'ai dit et je le redis, le véritable opposant à Macron, c'est celui que les médias cachent. Le véritable opposant à Macron, vous l'avez ce soir. Il est caché de tous les médias, il est interdit de tous les débats à 8, et il est le candidat du Frexit. Voilà. Merci beaucoup. 100% d'accord.